Catherine Morland, partie 5, chapitre 22. Au bruit que fit la servante en repliant les volets, Catherine ouvrit les yeux. Il était 8 heures. Le feu brûlait déjà dans la cheminée. Un allègre matin avait succédé à la nuit furieuse. Renaquirent simultanément en elle le sentiment de son existence et le souvenir du manuscrit. Elle sauta du lit dès que disparut la domestique, réunit les feuillets épars, revint en grande hâte à son oreiller, toute prête à la volupté d'une lecture de découverte. Ce n'était pas un manuscrit aussi copieux que ceux que les romans reproduisaient pour son effroi de lectrice. Le rouleau, qui paraissait tout de feuilles volantes, était de dimension minime, beaucoup plus petit qu'elle n'avait cru la veille. Son œil avide parcourut rapidement une page. Était-ce possible? Ou bien ses sens la trompaient-ils? Un inventaire de linge en vulgaire caractère moderne. Si elle n'était pas le jouet d'une hallucination, oui, c'était bien une note de blanchissage. Elle prit un autre feuillet. Mêmes articles, avec quelques variantes. Un 3e, un 4e, un 5e, et le sujet persistait. Chemise, bas, gilet, cravate. 2 autres feuillets étaient à peine plus impressionnants. Ils notaient des dépenses, lettres, poudre à poudrer, cordons de souliers, etc. Le plus grand feuillet, celui qui enveloppait les autres, était une ordonnance de maréchal vétérinaire, comme l'indiquait sa première ligne. Appliquer un cataplasme à la jument alezane. Telle était cette collection, laissée là, sans doute, par une fille de service négligente, qui lui avait valu une nuit blanche. Catherine se sentit humble comme la poussière. L'aventure antérieure n'avait-elle donc pu lui enseigner la sagesse? De son lit, elle apercevait un coin, comme ironique, du coffre. Supposer qu'un manuscrit centenaire ait pu rester ignoré dans cette chambre, ou qu'elle eût seule le talent d'ouvrir un cabinet dont la clé était à la portée de tous. Comment avait-elle pu se leurrer à ce point? Plût au ciel que Henri ignorât toujours sa sottise. Du reste, il en était complice. Si l'aspect du cabinet n'avait pas paru concorder si exactement avec la description qu'il avait faite, sa curiosité se fût-elle donné carrière? C'était là sa seule consolation. Impatiente de se débarrasser de ces témoignages de sa folie, les feuillets épars sur les couvertures, elle se leva, les remit autant que possible dans leur ordre primitif et les replaça dans leur cachette, en formant des vœux pour qu'aucun nouvel incident ne les en fît sortir à sa confusion. Que les serrures eussent été si rétives restait cependant un fait anormal, car maintenant elle les gouvernait avec une aisance parfaite. Là, il y avait certainement quelque chose de mystérieux, et elle s'abandonnait à cette flatteuse supposition quand la possibilité de porte non close qu'elle aurait elle-même fermée lui apparut et la fit rougir encore. Elle sortit au plus vite d'une chambre où les choses mêmes lui reprochaient sa conduite et se rendit, en toute hâte, à la salle du déjeuner que mademoiselle Tilney lui avait désignée la veille. Henri y était seul. L'espoir qu'il formula aussitôt qu'elle n'eût point été incommodée par l'orage et l'allusion qu'il fit au caractère abbatial du logis était un peu troublant. Pour rien au monde, elle n'eût voulu qu'il soupçonnât sa faiblesse. Cependant, incapable d'un franc mensonge, elle avoua que le vent l'avait un peu empêchée de dormir. « Mais cette journée est charmante, » ajouta-t-elle, pour fuir ce dangereux sujet de conversation. « Tempêtes et insomnies ne sont rien une fois passées. Quelle belle jacinthe! J'ai justement appris à aimer les jacinthes. » « Et comment l'avez-vous appris? Empiriquement ou théoriquement? »« C'est votre sœur qui me l'a appris. Je ne saurais dire comment. Madame Allen s'efforçait tous les ans de me les faire aimer. Je ne parvenais pas à les aimer, quand enfin, l'autre jour, j'en vis à Milsom Street. Moi qui suis, par nature, indifférente aux fleurs. Mais maintenant vous aimez les jacinthes. Tant mieux. Ce vous est une nouvelle source de jouissance, et il est bon d'avoir sur le bonheur le plus de prise possible. D'ailleurs, le goût des fleurs est précieux aux femmes.
Cela les incite à sortir et à prendre de l'exercice. Quoique l'amour des jacinthes soit un amour casanier qui peut dire ce sentiment éveillé si un jour vous n'en arriverez pas à aimer une rose. Je n'ai pas besoin de prétexte pour sortir. Le plaisir de marcher et de respirer l'air frais m'est un appât suffisant. Quand il fait beau, je suis dehors la moitié du temps. Maman dit que je ne suis jamais à la maison. Quoi qu'il en soit, je suis content que vous sachiez maintenant aimer les jacinthes. Ce qui importe, en effet, c'est de savoir aimer. Et ma sœur a-t-elle une agréable méthode d'enseignement ? Catherine fut sauve de l'embarras d'une réponse. Le général entrait. Les compliments qu'il lui fit indiquaient qu'il était dans une bonne disposition d'esprit. À table, l'élégance du service s'imposa à l'attention de Catherine. Par fortune, il était du choix du général, qui fut enchanté de l'approbation et qui déclara que ce service était tout ensemble simple et d'un goût habile. Il lui paraissait juste d'encourager l'industrie de son pays. Pour son palais peu exigeant, le thé avait un arôme égal dans du Stafford et dans du Saxe ou du Sèvres. Mais c'était déjà un vieux service, un service qui datait de 2 ans. Depuis lors, la fabrication s'était bien perfectionnée. Il avait vu de très beaux spécimens de cette fabrication nouvelle la dernière fois qu'il était allé à Londres, et s'il n'avait été complètement insoucieux de ses futilités, il aurait pu céder à la tentation. Il croyait cependant qu'avant longtemps, il aurait l'occasion d'en choisir un, encore que ce ne dût pas être pour lui. Catherine fut seule à ne pas comprendre l'allusion. Après le déjeuner, Henri partait pour Woodstone, où ses occupations le retiendraient 2 ou 3 jours. Tous se rendirent dans le vestibule pour le voir monter à cheval. De retour dans la salle du déjeuner, Catherine se mit à la fenêtre, avec l'espoir de l'apercevoir encore. « Voilà une dure épreuve pour votre frère, Éléonore, » dit le général. « Woodstone paraîtra triste aujourd'hui. »« Est-ce beau, Woodstone » demanda Catherine. « Qu'en dites-vous, Éléonore ? Formulez votre opinion, car sur ces questions, les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Je crois que l'œil le moins prévenu apprécierait comme il convient Woodstone. La maison s'élève parmi de belles prairies exposées au sud-est. Un beau jardin potager y attient. Le mur qui enclôt le jardin, moi-même l'ai fait construire, il y a quelque 10 ans, dans l'intérêt de mon fils. Woodstone est un bénéfice ecclésiastique qui appartient à la famille. Je suis propriétaire des biens environnants, Miss Morland, et, vous pouvez m'en croire, je ne les laisse pas tomber en friche. Ce ne sera pas une propriété d'un mauvais rapport. Henri n'eût-il d'autre revenu que celui de ce bénéfice, il ne serait pas mal loti. Peut-être semblera-t-il bizarre que, moi qui n'ai que 3 enfants, je juge qu'une position lui soit nécessaire. Et j'avoue qu'il y a des moments où tous nous souhaiterions le voir dégagé de toute besogne. Mais votre père, Miss Morland, serait d'accord avec moi pour penser qu'il est utile que les jeunes gens soient occupés, quel que puisse être à ce sujet la vie des jeunes filles. Le but n'est pas de gagner de l'argent, mais d'occuper son activité. Mon fils aîné, Frédéric, qui héritera d'une des propriétés territoriales les plus vastes du comté, Frédéric lui-même a une profession. Le silence des jeunes filles prouva que cet imposant argument était, comme s'y attendait le général, sans réplique. Il avait été question, la veille, d'une visite de l'abbaye. Le général s'offrit pour Cicérone et, quoique Catherine eût préféré la conduite de la seule Éléonore, elle fut encore heureuse d'accepter sa proposition. Depuis 18 heures, elle était dans l'abbaye sans en avoir rien vu qu'un petit nombre de chambres. La boîte à ouvrage, qu'on venait d'ouvrir, fut refermée précipitamment. Catherine était prête. Quand ils auraient parcouru la maison, le général se promettait le plaisir de l'accompagner dans les pépinières et le jardin. Elle acquiesça d'une révérence. Mais peut-être lui serait-il plus agréable de voir d'abord le jardin et les pépinières. Le temps était beau, mais à cette époque de l'année pouvait se gâter d'un moment à l'autre. Que préférait-elle ? Il se mettait entièrement à sa disposition. Quel était l'avis de sa fille ? Qu'est-ce qui flatterait le plus les désirs de la jolie invitée ? Il croyait pouvoir le deviner. Oui, certainement, il lisait dans les yeux de Miss Morland un judicieux désir de voir, avant tout, les pépinières et le jardin. Du reste, l'avis de Miss Morland n'était-il pas toujours judicieux ? Elle savait bien que les corridors de l'abbaye, par n'importe quel temps, seraient toujours assez secs. Il se ralliait aveuglément à son avis.
Il allait prendre son chapeau et les rejoindrait. Et sortit. Catherine et son visage exprimaient du désappointement et de l'inquiétude. Se mit à dire qu'elle serait désolée que le général, avec la pensée erronée de lui plaire à elle, s'astreignît à parcourir le jardin et les pépinières, contre son gré à lui. Elle fut interrompue par mademoiselle Tilney qui, un peu confuse, « Je crois que le plus expédient serait de sortir pendant qu'il fait si beau. En ce qui concerne mon père, ne soyez pas inquiète, il sort toujours à cette heure-ci. » Catherine ne savait au juste à quoi s'en tenir. Pourquoi mademoiselle Tilney était-elle embarrassée? Y avait-il donc chez le général quelque répugnance à montrer l'abbaye? La proposition pourtant venait de lui. Et n'était-il pas étrange que, toujours, il se promenât si matin? Ni son père, ni M. Allen ne faisaient ainsi. Tout cela était bien contrariant. Elle était impatiente de voir la maison, point curieuse de visiter les pépinières et le jardin. Si, du moins, Henri avait été là. De ce qu'elle verrait, elle ne saurait même pas ce qui était pittoresque. Telles étaient ses pensées, mais elle les garda pour elle et mit son chapeau avec un mécontentement patient. Quand, de la pelouse, elle vit pour la première fois l'abbaye d'ensemble, elle fut surprise de sa grandeur. Les bâtiments déterminaient une vaste cour rectangulaire. Deux des faces offraient à l'admiration la richesse d'un décor gothique. Le reste était caché par des bouquets d'arbres et un rideau de lierre. Les collines qui s'élevaient derrière la maison, comme pour l'abriter, étaient belles, même dans ce mois sans feuilles, mars. Catherine n'avait jamais rien vu de comparable, et son impression fut si vive qu'elle la formula, sans se référer à meilleure autorité, hardiment. Le militaire écoutait avec une gratitude extasiée, comme si son propre jugement sur Northanger fût resté en suspens jusqu'à cette minute. Par le parc, on arriva au jardin potager. Lui aussi, le jardin potager, sollicita des éloges. Le nombre d'acres en était tel que Catherine ne put l'entendre sans effroi. Il était plus de 2 fois plus grand, ce jardin potager, que les propriétés de M. Allen et de M. Morland réunis. Y ajouta-t-on encore le cimetière et le verger. Le nombre des murs à espalier et des murs d'abri était incalculable et leur longueur infinie. Une cité de serfs était installée là. Des populations travaillaient dans l'enceinte. Le général fut satisfait des regards de surprise qui lui disaient, presque aussi clairement que les paroles dont il avait forcé l'émission, que jamais la visiteuse n'avait vu tel jardin. Modestement, alors, il avoua que, sans en tirer aucune vanité, il le croyait sans second dans le royaume. S'il avait une marotte, c'était celle-ci. Il aimait un jardin. Quoique assez indifférent à la table, il aimait les bons fruits, et, sinon lui, ses enfants. C'était pourtant une servitude que la possession d'un pareil jardin. Les soins les plus attentifs ne préservaient pas toujours les fruits les plus précieux. La serre à ananas n'avait produit que 100 fruits l'année dernière. M. Allen, supposait-il, avait ses mêmes déboires. Mais non, M. Allen ne s'occupe pas du jardin. Il n'y entre jamais. Avec un sourire glorieux, le général souhaita pouvoir imiter M. Allen, car jamais il n'entrait dans son jardin sans être contrarié de voir que, sur un point ou sur un autre, son plan n'était pas réalisé. Les serres à température différente. Comment sont-elles organisées chez M. Allen demanda-t-il en expliquant le fonctionnement des siennes. M. Allen n'a qu'une petite serre, où Mme Allen relègue ses plantes l'hiver et où on fait du feu de temps en temps. Quel homme enviable, dit le général, et tout son être trahissait un joyeux dédain. Promenée de serre en serre et jusque sous les réservoirs, Catherine, maintenant lasse de regarder et de s'étonner, n'avait plus qu'un désir, sortir des serres. Le général, désireux de constater l'effet de quelques changements récents à ses installations, convia les jeunes filles à le suivre encore. Ce ne serait pas une corvée, si toutefois Miss Morland n'était pas fatiguée. « Mais où allez-vous donc, Éléonore ? Pourquoi choisir cet humide et obscur sentier ? Mademoiselle Morland s'y enrhumera. Mieux vaut passer par les pelouses. » « C'est une de mes promenades favorites, ce sentier. Je suis donc tentée de le considérer comme le chemin le plus agréable et le plus court.
Mais peut-être, en effet, y fait-il trop frais. Le sentier sinuait à travers un petit bois touffu de vieux sapins d'Écosse. Séduite à son aspect nombreux, Catherine ne put se tenir d'y faire quelques pas. Une seconde après, et sans succès, le général la menaça d'un rhume. Mais trop poli pour insister davantage, il s'excusa de ne pouvoir les accompagner. Il les rejoindrait par une autre route. Il ne dédaignait pas la joie du soleil, lui. Il s'éloigna, et Catherine eut une commotion à constater de quel allègement lui était ce départ. Mais, plus allégée encore que surprise, elle se mit à parler avec une gaieté tranquille de la mélancolie délicieuse qui émanait des choses. « J'aime tout particulièrement ce coin du parc, » dit sa compagne avec un soupir. « C'était la retraite favorite de ma mère. » Jusque-là, Catherine n'avait jamais entendu ses nouveaux amis parler de madame Tilney. À cette évocation de la morte, elle eut une attitude de silence attentif qui était, pour mademoiselle Tilney, une invitation à parler encore. « Je me suis promenée si souvent ici avec elle, » ajouta Éléonore. « Alors, je n'aimais pas ce chemin comme je l'ai aimé depuis. Le souvenir me l'a rendu cher. » « Et ce souvenir ne devrait-il pas le rendre cher à son mari ?» songea Catherine. Cependant, il ne voulait pas pénétrer dans le sentier. Mademoiselle Tilney continuant à marcher silencieuse, Catherine hasarda. « Sa mort a dû vous causer un grand chagrin. »« Un grand chagrin, et qui s'accroît toujours, » répondit Éléonore d'une voix sans timbre. « J'avais alors 13 ans. Je souffris autant qu'on peut souffrir à cet âge. Pourtant, je ne pouvais savoir quelle perte je faisais. » Après un silence. « Je n'ai pas de sœur. Vous le savez, et quoique mes frères soient très affectueux et que Henri soit fréquemment ici, il m'est souvent impossible de n'être pas triste. » Avait-elle beaucoup de charme? Était-elle belle? Y avait-il un portrait d'elle à l'abbaye? Et pourquoi sa prédilection pour ce sentier? Était-elle donc mélancolique? Furent les questions précipitées de Catherine. Les 3 premières reçurent une réponse affirmative. Les 2 autres restèrent sans réponse. L'intérêt de Catherine pour la feu madame Tilney croissait à chaque question qu'on y répondit ou qu'on n'y répondit pas. Elle avait été malheureuse, Catherine en était sûre. Le général, certainement, avait été un désagréable mari. Il n'aimait pas la promenade favorite de sa femme. Pouvait-il, dès lors, l'avoir aimée, elle ? Du reste, il y avait dans ses traits, malgré leur beauté, quelque chose qui disait qu'il n'avait pas été bon pour elle. « Je suppose que le portrait, » et l'art consommé de sa question la faisait rougir, « est dans la chambre de votre père ?»« Non, il était destiné au salon, mais mon père était mécontent de l'œuvre du peintre, et l'on ne se pressa pas d'accrocher ce tableau. Peu après la mort de ma mère, j'obtins qu'il me fût donné. Il est maintenant dans ma chambre. Je serais heureuse de vous le montrer. Il est très ressemblant. » Argument nouveau. Un mari ne pas attacher d'importance au portrait, très ressemblant, d'une épouse qui n'est plus. Il avait dû pour elle être atrocement barbare. Catherine n'essaya plus de se dissimuler la nature des sentiments que lui inspirait le général. Ce qui d'abord n'avait été que prévention instinctive était devenu de l'aversion. Oui, de l'aversion. Tant de cruauté envers une femme si charmante rendait cet homme odieux. Dans les livres, elle avait souvent rencontré des caractères de cette sorte, de ces caractères que M. Allen disait excessifs et invraisemblables. À tort, elle en avait la preuve maintenant. Telles étaient les conclusions auxquelles Catherine venait d'aboutir, quand, à l'extrémité du sentier, les jeunes filles rejoignirent le général. En dépit de sa vertueuse indignation, elle fut obligée de marcher près de lui, de l'écouter et même de sourire quand il souriait. Inapte désormais à prendre plaisir à nul spectacle, elle marchait d'un pas languissant. Le général s'en aperçut. Plein d'une sollicitude qui semblait un reproche à l'opinion qu'elle avait de lui, il l'engagea à rentrer à la maison avec Éléonore. Il les rejoindrait dans un quart d'heure.
Comme elle s'éloignait déjà, il rappela sa fille qui reçut l'ordre formel de ne pas commencer sans lui la visite de l'abbaye. Cette nouvelle marque du souci qu'il avait de différer le plus possible une exploration si désirée d'autre part impressionna profondément Catherine. Chapitre 23. 1 heure s'écoula avant le retour du général. Cette absence prolongée, ces promenades solitaires, n'annonçaient pas un esprit en repos ni une conscience pure. Il parut. Si mélancolique qu'eussent été ses méditations, il eut la force de sourire. Mademoiselle Tilney, qui comprenait le désir qu'avait son ami de visiter Northanger, manœuvra en conséquence. Enfin le général fut prêt à les accompagner, manquant sans doute d'un prétexte nouveau pour retarder encore l'expédition. Tout au plus sollicita-t-il, au dernier moment, un délai de 5 minutes, le temps d'ordonner qu'on préparât des rafraîchissements pour le retour. Ils se mirent en route. D'une allure noble, qui frappa Catherine sans ébranler ses livresques soupçons, il les mena, par le vestibule, le salon et une antichambre désaffectée, dans une pièce dont étaient magnifiques les dimensions et les meubles. C'était le salon des grands jours, celui où l'on recevait les hôtes de marque. Qu'il fût très imposant, très vaste, très beau, était tout ce que Catherine trouvait à dire. La louange en sa particularité, la louange vraiment significative, fut tout entière le fait du général. Catherine, la somptuosité ou l'élégance de nulle chambre ne lui importait. Elle n'avait cure d'aucun mobilier qui fût d'une époque plus moderne que le XVe siècle. Le général ayant enfin satisfait sa propre curiosité à l'examen méticuleux des moindres choses, qu'il connaissait si bien, on se rendit dans la bibliothèque. Elle était par ses livres d'une opulence égale à celle du salon. Catherine écouta, admira, s'étonna plus sincèrement et des connaissances accumulées là, cueillit le plus qu'elle put, à parcourir les titres d'un demi-rayon de volume. Le reste des appartements ne répondit pas à son désir. Et quand on lui dit que les 6 ou 7 pièces qu'elle venait de visiter constituaient 3 des côtés de la cour, elle eut peine à vaincre le soupçon qu'on lui eût caché l'existence de salles secrètes. Du moins, pour regagner les chambres d'usage quotidien, passa-t-on par une enfilade de petites pièces et par des couloirs qui mettaient en communication les différents points de la demeure. À ses yeux, le voyage alors se décora de quelques lustres. Elle traversait ce qui avait été le cloître. On lui fit constater les vestiges des cellules. Elle-même remarqua plusieurs portes qui lui restèrent closes et dont le rôle ne lui fut pas dit. Elle se trouva successivement dans une salle de billard et dans l'appartement privé du général, sans comprendre leur connexion et sans pouvoir s'orienter. Enfin, elle passa par un réduit bien sombre dépendant des possessions de Henri et où gisaient en fouillis livres, armes et manteaux. Comme, avant de pénétrer dans la cuisine, on traversait la salle à manger, le général ne put se priver du plaisir de mesurer de ses propres pas la longueur de la pièce, vue déjà et que l'on devait revoir tous les jours à 5 heures, afin que Catherine constatât l'exactitude du renseignement qu'il lui avait donné. La cuisine, l'ancienne cuisine du couvent, recélait dans ses murs massifs et sores tout un attirail moderne de fourneaux. Là s'était exaltée l'ardeur novatrice du général. Tous les appareils qui facilitent l'œuvre des cuisiniers y avaient trouvé place, et quand l'industrie des inventeurs avait failli, la sienne s'était révélée en triomphe. À eux seuls, les perfectionnements dont il avait doté ces lieux l'eussent mis très haut parmi les bienfaiteurs de l'abbaye. Catherine avait vu maintenant tout ce qui subsistait d'ancien à Northanger, tout ce qui était vénérable. Le 4e côté de la cour avait, à cause de sa décrépitude, été démoli par le père du général et, sur son emplacement, on avait réédifié. La construction neuve ne se contentait pas d'être neuve, elle se proclamait naïvement telle. Consacré uniquement au commun, il n'avait pas paru que le style du reste des bâtiments lui fût indispensable. Qu'on eût détruit la partie la plus précieuse évidemment de l'abbaye et dans un misérable but utilitaire, Catherine en eût crié. Elle eût voulu éviter la honte de visiter si solennellement une scène si déchue. Mais s'il était une chose dont le général tira vanité, c'était l'aménagement de ses communs.
Il ne s'excuserait pas de l'y conduire, sachant qu'elle serait touchée de voir combien était rendu facile le labeur des gens qui la servaient. Catherine fut surprise de la multiplicité des salles et de leur commodité. Tels travaux qui s'exécutaient à Fullerton, dans des officines mal agencées et un étroit lavoir, avaient ici pour théâtre des locaux spécialisés et spacieux. Le nombre des domestiques, il en paraissait sans cesse de nouveaux, ne l'étonna pas moins. À chaque instant, une fille en patins s'arrêtait pour faire une révérence. Quelques valets de pied en petite tenue s'escampaient. Pourtant, on était dans une abbaye. Mais combien différente en son fonctionnement de celle dont lui avaient parlé les livres. Abbaye et château plus vastes, certainement que Northanger, et où les basses besognes étaient faites par 2 paires de mains féminines. Comment si peu de mains parvenaient à faire tout l'ouvrage, cela avait souvent étonné madame Allen. À voir quel concours de monde on employait ici, Catherine sentit naître le même étonnement. Ils regagnèrent le vestibule. Il importait, en effet, de monter par l'escalier d'honneur et d'admirer les sculptures de sa rampe. En haut, ils suivirent la galerie, mais à l'opposé de la chambre de Catherine, et s'engagèrent dans une autre galerie plus large et plus longue. Furent visitées 3 vastes chambres à coucher avec leur cabinet de toilette. Meublées ou aménagées depuis moins de 5 ans, ces pièces se paraient d'un luxe qui devait plaire à tout le monde, à Catherine non pas. Comme la visite touchait à sa fin, le général, après avoir cité négligemment quelques personnages de distinction qui avaient honoré de leur présence lesdits appartements, se tourna souriant vers Catherine et se hasarda à espérer que parmi les premiers hôtes de ces lieux puissent figurer nos amis de Fullerton. Elle fut touchée de ce souhait inattendu et regretta cette impossibilité où elle était d'avoir une bonne opinion d'un homme si bienveillant pour elle et si plein d'amabilité pour sa famille. La galerie se terminait sur une porte à 2 battants que mademoiselle Tilney, forçant un peu le pas, avait déjà ouverte et franchie. Elle était sur le point d'ouvrir une porte à gauche dans le couloir qui s'allongeait devant eux, quand le général la rappela vivement et, avec une certaine colère, crut remarquer Catherine, lui demanda où elle allait. Qu'y avait-il à voir encore? Miss Morland n'avait-elle pas vu tout ce qui était digne de son attention? Éléonore ne jugeait-elle pas son amie assez fatiguée? Mademoiselle Tilney rebroussa chemin. Les lourds vantaux se refermèrent devant Catherine mortifiée. Mais elle avait aperçu, d'un coup d'œil rapide, un passage plus étroit et l'amorce d'un escalier tortueux. Enfin, elle était sur la voie de quelque chose qui mérita son attention. Combien n'eût-elle pas préféré, et elle revenait tristement sur ses pas, explorer cette région que d'être admise à contempler les somptuosités du reste de la demeure? Le souci qu'avait manifesté le général d'empêcher cette exploration était un stimulant à sa curiosité. Son imagination avait pu l'égarer une fois ou deux, mais elle ne l'égarait pas, cette fois. Il y avait quelque chose à cacher. Ce qu'était cette chose? Une courte phrase de mademoiselle Tilney, tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier derrière le général, sembla le préciser. « J'allais vous conduire dans la chambre qui fut la chambre de ma mère, la chambre où elle mourut. » Pour laconiques que fussent ces paroles, elles étaient révélatrices. Le soin avec lequel le général fuyait cette chambre s'expliquait. Une chambre dans laquelle, selon toute probabilité, il n'était pas entré depuis la scène terrible qui délivra sa pitoyable femme et le livra en proie aux tourments de sa conscience. Seule avec Éléonore, elle se hasarda à exprimer son désir d'être autorisée à voir et cette chambre et ses alentours. Éléonore promit qu'elle l'accompagnerait au premier moment favorable. Catherine comprit. Il fallait attendre que le général fût absent. « Elle est restée, je pense, dans l'état où elle était alors, dit-elle avec sentiment. Oui, absolument. Et depuis combien de temps votre mère est-elle morte? 9 ans. Vous êtes resté auprès d'elle, je suppose, jusqu'à la fin? Non, dit mademoiselle Tilney avec un soupir. J'étais malheureusement absente. La maladie fut soudaine et courte. Avant mon retour, tout était fini. Le sang de Catherine se figea aux horribles suggestions qui naissaient naturellement de ces mots. Était-ce possible? Le père de Henri pouvait-il,
Cependant les preuves abondaient, corroborant les plus noirs soupçons. Et le soir, tandis qu'elle travaillait avec son amie, elle vit le général arpenter lentement le salon, 1 heure durant, les yeux baissés, les sourcils froncés. C'était bien l'attitude d'un Montoni. Sans doute, il n'avait pas encore dépouillé tout sentiment humain et méditait-il au ressouvenir d'un crime. Malheureux homme! Sous l'empire de ses spéculations, l'anxieuse Catherine leva si souvent les yeux vers lui que mademoiselle Tilney s'en aperçut. « Mon père, dit-elle à mi-voix, souvent se promène ainsi de long en large. »« Tant pis, pensa tristement Catherine, à constater de quel mauvais augure était cette concordance entre un exercice si hors de propos et les inopportunes promenades du matin. Après une soirée dont la monotonie et la longueur lui rendirent particulièrement sensible l'absence de Henri, elle fut heureuse d'être délivrée. Sur un signe du général, Éléonore sonna. Le valet de chambre voulait allumer la lampe de son maître, mais le général ne se retirait pas encore. « J'ai à lire quelques brochures, dit-il à Catherine, avant d'avoir le droit de me coucher. Peut-être mes yeux resteront-ils fixés sur les affaires du pays bien des heures encore, après que vous serez endormis. Chacun ne sera-t-il pas dans son rôle? Mes yeux s'abîmeront pour le bonheur d'autrui. Pour son malheur, les vôtres rénoveront dans le sommeil leurs vertus. » Mais ce compliment magnifique n'empêcha pas Catherine de penser qu'une cause très différente de la cause alléguée décidait le général à surseoir au sommeil. Veiller plusieurs heures après que tout le monde fût couché, et sous le prétexte de vaines brochures à lire, n'était pas très vraisemblable. Il devait y avoir à cela une cause plus profonde, quelque chose à faire qui ne pouvait être fait qu'à la faveur du sommeil unanime. Peut-être madame Tilney vivait-elle encore? Peut-être recevait-elle nuitamment une nourriture grossière des dures mains de son maître? Si choquante que fût cette idée, croire à un trépas délibérément hâté était plus affreux encore. Cette maladie subite, l'absence d'Éléonore et, sans doute, des autres enfants, tout favorisait l'hypothèse d'un emprisonnement. Le motif? La jalousie, peut-être. Ou une gratuite cruauté? Cela était à élucider. Tandis qu'elle ressassait en son esprit ces choses et se déshabillait, elle songea soudain qu'il était bien possible qu'elle eût, le matin même, passé près du lieu où cette femme infortunée était retenue prisonnière, passé à quelques pas de la cellule où la captive languissait ses jours. Quelle partie de l'abbaye était plus idoine à ses fins que celle où subsistaient les vestiges monastiques? Dans le corridor dallé et haut voûté où elle avait éprouvé comme une douleur, il était des portes, elle s'en souvenait, dont le général ne lui avait point donné l'explication. Sur quoi ces portes étaient-elles closes? La galerie interdite, où étaient les appartements de l'infortunée madame Tilney, devait être, si Catherine s'orientait bien, exactement au-dessus de cette rangée de cellules suspectes, et l'escalier qu'elle avait entrevu et qui devait communiquer secrètement avec ces cellules avait pu faciliter l'œuvre barbare du général. Peut-être par cet escalier avait-on descendu la victime savamment insensibilisée. Catherine s'effrayait, par moments, de l'audace de ses conjectures, craignait ou espérait avoir été trop loin. Mais ne s'appuyait-elle pas sur des indices qui les authentiquaient? Le côté de la cour où elle supposait qu'avait dû se passer la scène du crime étant en face de celui qu'elle habitait, elle pensa qu'en faisant le guet, elle pourrait apercevoir la lueur de la lampe du général à travers les fenêtres intérieures, alors qu'il se dirigerait vers la geôle de sa femme. Par 2 fois, avant de se mettre au lit, elle se glissa furtive hors de sa chambre vers une fenêtre de la galerie. Mais autour d'elle, tout était obscur. Il était trop tôt encore. Divers bruits qui montaient la convainquirent que les domestiques étaient encore debout. Elle supposa que jusqu'à minuit il était inutile de rester en alerte. Mais à ce moment-là, quand l'horloge aurait sonné 12 coups et que tout serait silencieux, si elle n'était pas déconcertée par l'obscurité de la nuit, elle sortirait à pas de loup et regarderait encore. L'horloge sonna minuit. Catherine dormait depuis une demi-heure.
Chapitre 24. Aucune occasion de visiter les appartements mystérieux ne s'offrit le lendemain. C'était un dimanche. Tout le temps qui s'écoula entre l'office du matin et celui de l'après-midi fut consacré, selon la volonté du général, à prendre de l'exercice au dehors et à manger des viandes froides à la maison. Or, Catherine, dont le courage n'égalait pas la curiosité, ne se souciait d'une exploration à la lumière périssante du soleil de 7 heures ou à la clarté, plus forte, mais circonscrite d'une perfide lampe. Et rien, ce jour-là, ne frappa son imagination, sauf, à l'église, un monument érigé à la mémoire de madame Tilney, en face du banc de la famille. Son regard s'y arrêta longtemps. La lecture de l'emphatique épitaphe, où toutes les vertus étaient attribuées à la morte par cet inconsolable mari qui pourtant avait dû être son bourreau, affecta Catherine aux larmes. Que le général, capable d'avoir élevé ce tombeau, fût en état de l'affronter un instant, n'était peut-être pas bien étrange, mais qu'il pût s'asseoir avec un si audacieux calme à proximité de ce tombeau, conserver cette noble sérénité, regarder sans crainte l'assistance. Non, même qu'il entrât dans l'église, n'était-ce pas stupéfiant? Mais que d'individus endurcis au crime ne pouvait-on citer? Elle en savait par douzaines qui s'étaient complus dans les vices les plus divers, ajoutant sans remords le crime au crime, jusqu'à ce qu'un trépas sanglant ou le cloître interrompît leur destin. Même la réalité du monument ne persuadait pas Catherine de la mort de madame Tilney. Descendit-elle dans le caveau où les cendres, croyait-on, reposaient? Contempla-t-elle le cercueil où elles étaient prétendument closes? Cela prouverait-il rien? Elle avait assez lu pour savoir qu'une figure de cire est docile à jouer un rôle et qu'une inhumation est souvent illusoire. Le jour suivant serait plus fertile. La promenade matinale de M. Tilney, si inopportune en soi, allait donner plus de liberté aux jeunes filles. Catherine, dès qu'elle le sut parti, rappela à mademoiselle Tilney leur projet de l'avant-veille. Éléonore était prête. La première visite fut pour le portrait de madame Tilney dans la chambre d'Éléonore. C'était, réalisant les prévisions de Catherine, l'effigie d'une jolie femme au visage doux et pensif. Mais elle aurait cru que ce portrait restituât les traits, le teint, l'air même, sinon de Henri, d'Éléonore. Une ressemblance absolue entre la mère et l'enfant n'était-elle pas de rigueur dans les histoires tragiques? Un masque, une fois moulé, était moulé pour des générations. Et voilà qu'ici, elle était obligée d'étudier laborieusement l'image pour discerner une analogie indécise. Malgré ce mécompte, elle ressentait une émotion profonde, et c'est à regret qu'elle eût quitté la place, si son âme n'eût été dominée par un intérêt plus puissant. Quittant la chambre, les jeunes filles s'engagèrent dans la grande galerie. Catherine, trop agitée pour parler, regardait sa compagne. Éléonore était mélancolique et pourtant calme. Évidemment aguerrie aux tristes choses vers lesquelles elles allaient. Derechef, la porte à double battant fut franchie, et Éléonore s'apprêtait à ouvrir la chambre mortuaire, tandis que Catherine se retournait pour fermer, par précaution, la première porte, quand, à l'autre extrémité du couloir, surgit le général lui-même. « Éléonore !» L'édifice résonna de cet appel. Instinctivement, Catherine, terrorisée, essaya de se dissimuler. Quand son amie, qui d'un regard s'était excusée, eut rejoint le général et eut disparu avec lui, Catherine courut se réfugier dans sa chambre, où elle s'enferma à clé. Elle y resta au moins 1 heure, en grand émoi, s'apitoyant sur sa pauvre amie. Elle s'attendait elle-même à ce que d'un moment à l'autre, le général lui fît sommation de se rendre dans ses appartements particuliers. Aucune sommation ne lui fut adressée. Enfin, voyant un équipage se diriger vers l'abbaye, elle s'enhardit à descendre, afin de ne se retrouver en face de M. Tilney que sous la protection des visiteurs. La salle du déjeuner s'égayait déjà des nouveaux venus. Le général leur présenta Catherine comme une amie de sa fille, et son ton paterne palliait si bien son courroux intérieur qu'elle se sentit en sûreté, au moins provisoirement. Éléonore, se composant une attitude, en fille soucieuse de la réputation familiale, profita de la première occasion pour lui dire «
Mon père voulait simplement me faire répondre à une lettre. » Catherine commençait à croire qu'elle n'avait pas été vue par le général, ou encore que, par politique, on lui laisserait supposer qu'il en était ainsi. Elle osa donc rester en sa présence après le départ des visiteurs, et nul incident ne survint. Elle fut amenée par ses réflexions à décider qu'elle forcerait seule la région interdite. À tout point de vue, mieux valait qu'Éléonore restât neutre. L'exposer au danger d'être découverte une seconde fois, l'entraîner dans une exploration douloureuse à son cœur, n'était pas le fait d'une amie. L'ire du général frapperait moins rudement une étrangère qu'une fille. Et, faite par elle seule, une perquisition serait plus féconde. On ne pouvait communiquer à Éléonore des soupçons dont, vraisemblablement, elle était sauve. Pour cette raison, il était difficile en sa compagnie de chercher avec système les preuves des méfaits du général, ces preuves qui, sans doute, apparaîtraient sous la forme de quelque journal interrompu par la mort. Elle connaissait maintenant le chemin et, si elle voulait avoir fini avant le retour, prévu pour le lendemain, de Henri, il n'y avait pas de temps à perdre. 4 heures. Le soleil resterait encore 2 heures sur l'horizon. En partant maintenant, elle n'avançait que d'une demi-heure le moment où d'habitude elle se retirait pour sa toilette. Ainsi fut. Catherine était dans la galerie que les coups sonnaient encore. Le moment des réflexions était passé. Elle se faufila silencieusement entre les battants de la grande porte et, sans s'attarder à rien, arriva devant la porte fatale, l'ouvrit et fit un pas, craintive. Des minutes passèrent avant qu'elle pût en faire un second. Elle voyait, dans une vaste chambre, bien nette, un lit tout paré, un luisant poêle de baf, des armoires en acajou, etc. Les doux rayons d'un soleil couchant entraient par 2 larges fenêtres à coulisses et folâtraient sur les meubles. Cette chambre si gaie, et que l'imagination de Catherine s'était représentée lugubre et très antique, était située dans les bâtiments construits par le père du général. 2 portes donnaient accès, sans doute, dans des cabinets de toilette ou de débarras. Elle n'eut aucune envie de les ouvrir. Elle était dégoûtée des explorations et ne souhaitait rien tant que se trouver dans sa chambre, avec son cœur, seul confident de sa folie. Elle se disposait à faire une retraite aussi silencieuse que son entrée, quand, à un bruit de pas venus d'où, elle s'arrêta, tremblante. Être découverte là, fût-ce par un domestique, serait fâcheux, mais par le général, qui se dressait toujours devant vous quand on le désirait le moins, serait pis. Elle écouta. Le bruit avait cessé. Résolue à ne pas perdre une minute, elle sortit et ferma la porte. Au même moment, une porte, à l'étage inférieur, fut ouverte. Quelqu'un montait rapidement l'escalier devant lequel Catherine devait passer pour gagner la galerie. Incapable d'aucun mouvement, elle regardait anxieusement l'escalier. Henri apparut. « Monsieur Tilney !» s'écria-t-elle, stupéfaite. Lui-même semblait étonné. « Mon Dieu !» continua-t-elle. « Comment êtes-vous arrivé ici ? Comment avez-vous pu prendre cet escalier ?»« Comment j'ai pu prendre cet escalier ?» répondit-il, grandement surpris. « Parce que c'est le chemin le plus direct de la cour de l'écurie à ma chambre. Et pourquoi ne monterais-je pas cet escalier ?» Catherine se ressaisit, rougit très fort et ne put rien répondre. Lui semblait chercher sur les traits de Catherine l'explication qu'elle taisait. Elle se dirigea vers la galerie. « Ne puis-je, à mon tour, dit-il, comme il refermait la porte de la galerie, vous demander comment vous êtes venu de ce côté ? Ce couloir était un chemin au moins aussi extraordinaire pour aller de la salle à manger à votre chambre que l'escalier peut l'être pour aller à ma chambre en venant des écuries. » Catherine, baissant les yeux, dit « Je suis allée voir la chambre de votre mère. »« La chambre de ma mère ? Y a-t-il donc quelque chose de si curieux à y voir ? » ?»« Non, rien. Je croyais que vous vous proposiez de ne revenir que demain. »« Quand je suis partie de Northanger, je ne croyais pas pouvoir rentrer si tôt. Mais il y a 3 heures, j'ai eu le plaisir de reconnaître que rien ne me retenait plus à Woodstone. Vous êtes pâle. Je crains de vous avoir effrayé en montant si rapidement l'escalier.
Peut-être ne vous doutiez-vous pas qu'il conduisait au commun. Non, je ne le savais pas. Vous avez eu beau temps pour revenir à cheval. Très beau. Éléonore vous laisse donc chercher votre chemin toute seule à travers la maison? Non, elle a visité la plus grande partie de l'abbaye avec moi, samedi. Mais nous ne sommes venus vers ces chambres-là qu'une fois. Baissant la voix, votre père était avec nous. Et cela vous gêna dans votre visite, dit Henri, la regardant avec insistance. Avez-vous visité toutes les chambres qui donnent sur le couloir? Non, et je ne désirais voir que... N'est-il pas bien tard? Il faut que j'aille m'habiller. Il n'est pas plus de 4h15, dit-il, tirant sa montre, et vous n'êtes pas à Bath. Point de théâtre ou de rooms pour lesquels vous avez à vous mettre en toilette. À Northanger, 1/2 heure peut vous suffire. Elle n'avait rien à objecter. Elle dut souffrir qu'il la retint, quoique, en terreur de questions nouvelles, elle désira, pour la première fois, lui fausser compagnie. Il s'avançait dans la galerie avec lenteur. « Avez-vous reçu une lettre de Bath ?»« Non, et j'en suis fort surprise. Isabelle m'avait si fidèlement promis de m'écrire tout de suite. »« Si fidèlement promis. La fidélité a une promesse. La chambre de ma mère est très agréable, n'est-ce pas? Vaste et gaie, et ses dépendances sont si bien aménagées. Cela m'a toujours paru l'appartement le plus confortable de la maison, et je m'étonne qu'Éléonore ne le prenne pas pour elle. C'est elle qui vous y a envoyé, je suppose. Non. Vous y avez été de votre propre mouvement? Catherine ne répondit pas. Après un moment de silence, pendant lequel il l'avait observée, il ajouta. Comme il n'y a dans cette chambre rien qui puisse provoquer la curiosité, cette curiosité résultait sans doute d'un sentiment de piété envers le caractère de ma mère que vous aura dépeint Éléonore. Je crois qu'il n'y eut jamais femme meilleure, mais il est rare que le plus bel assemblage de vertus ait le don de provoquer un tel intérêt pour la personne qui les exerça. Les simples mérites domestiques de quelqu'un qu'on n'a pas connu éveillent rarement la tendresse fervente que suppose une visite telle que la vôtre. Éléonore vous a beaucoup parlé d'elle? Oui, beaucoup. C'est-à-dire... Non, pas beaucoup. Mais ce qu'elle m'a dit était plein d'intérêt. Sa mort subite, lentement et avec hésitation. Aucun de vous n'était à la maison, et peut-être votre père ne l'aimait-il pas? Et de ces circonstances, répliqua-t-il, les yeux fixés sur elle, vous déduisez peut-être la possibilité de quelque négligence, quelque... Elle eut un signe de tête négatif. Ou peut-être de quelque chose de moins pardonnable. Elle ouvrit de plus larges yeux. Dans la maladie de ma mère, continua-t-il, la crise qui amena la mort fut soudaine. La maladie elle-même était constitutionnelle. Une fièvre bilieuse dont elle avait beaucoup souffert. Bref, dès qu'elle y consentit, un médecin fut appelé. C'était le 3e jour. Un très savant homme, et en qui elle avait toute confiance. Il la trouva dangereusement atteinte. Sur sa demande, 2 autres médecins furent appelés en consultation, le lendemain. Les médecins ne la quittèrent presque pas de 24 heures. Le 5e jour, elle mourut. Pendant sa maladie, Frédéric et moi, nous étions tous 2 à la maison. La vîmes constamment. Elle fut entourée des soins les plus attentifs et les plus affectueux. La pauvre Éléonore était absente et trop loin pour qu'elle pût arriver à temps. Elle ne vit plus notre mère que dans le cercueil. Mais votre père, lui, eut-il beaucoup de peine? Pendant quelque temps, beaucoup. Vous vous êtes trompé en vous imaginant qu'il ne l'aimait pas. Il l'aimait, je le sais, autant qu'il... Nous n'avons pas tous, voyez-vous, la même faculté de tendresse. Et je ne prétends pas que, pendant sa vie, elle n'ait rien eu à supporter. Mais si mon père, par ses sautes de caractère, la fit souffrir quelquefois, du moins sut-il toujours lui rendre justice. Sa douleur, que le temps a pu cicatriser, fut violente et sincère. « J'en suis bien heureuse, » dit Catherine. « C'eût été si horrible... » Si je vous comprends bien,
Vous aviez conçu des soupçons si atroces que je trouve à peine des mots pour... Chère Miss Morland, qu'aviez-vous donc en tête? À quelle époque et dans quel pays croyez-vous donc vivre? Songez que nous sommes des Anglais, que nous sommes des chrétiens. Consultez votre raison, votre expérience personnelle. Notre éducation nous prépare-t-elle à de telles atrocités? Ne serait-elle pas connue bientôt en ce pays de routes et de gazettes? Et les lois resteraient-elles inertes? Ma chère Miss Morland, quelles idées avez-vous eues? Ils étaient maintenant au bout de la galerie. Avec des larmes de honte, Catherine courut vers sa chambre. Chapitre 25. C'en était fait des visions romanesques. Les paroles de Henri avaient été plus efficaces pour dessiller Catherine que tant de déceptions successives. Elle se sentait très humble. Elle pleura. Non seulement elle était déchue à ses yeux, mais à ceux de Henri. N'allait-il pas la mépriser, lui qui connaissait tout entière sa folie presque criminelle? Ce qu'elle avait osé imaginer, l'oublierait-il jamais? Oublierait-il jamais tant de sottises et d'indiscrétions? Elle se haïssait. Elle croyait qu'il avait témoigné une ou deux fois quelque affection pour elle avant cette journée fatale. Mais maintenant... Après s'être bourrelée pendant une demi-heure, et comme 5 heures sonnaient, elle descendit, le cœur défaillant. Elle put à peine répondre à Éléonore qui lui demandait si elle était souffrante. Le redoutable Henri parut bientôt. Rien n'était changé dans ses manières, sauf que peut-être il eut pour Catherine plus de prévenance encore qu'à l'ordinaire. Jamais elle n'avait eu plus grand besoin de réconfort, et il semblait qu'il s'en rendît compte. Peu à peu, l'esprit de Catherine se haussa à une modeste tranquillité. Elle n'essayait pas de chasser le souvenir de ses fautes, ni de les atténuer en sa conscience. Mais elle se prit à espérer que Henri garderait pour elle un peu d'estime, et que nul autre ne saurait rien. Elle voyait bien, maintenant, qu'elle était arrivée à Northanger trop encline à dramatiser les moindres faits. Si passionnantes que fussent les œuvres de Madame Radcliffe ou de ses imitateurs, peut-être n'était-ce pas à travers cette littérature qu'il fallait juger la nature humaine, telle du moins qu'elle se manifestait dans les comtés du centre de l'Angleterre. Peut-être ces romans donnaient-ils une image exacte des Alpes et des Pyrénées, avec leurs forêts de pins et leurs vices, et peut-être l'Italie, la Suisse, la France méridionale était-elle aussi féconde en horreur dans la réalité que dans les livres. Catherine était tranquille sur le compte de son propre pays. Et pourtant, si on l'avait pressée, elle eût sacrifié de ce même pays les extrémités nord et ouest. Mais, au centre de l'Angleterre, le meurtre n'était pas toléré, les serviteurs n'étaient pas des esclaves, et on ne se procurait pas un poison ou un narcotique chez le droguiste, comme de la rhubarbe. Dans les Pyrénées et les Alpes, peut-être n'y avait-il que des caractères tout d'une pièce. Là, qui n'était pas un ange était un démon. Mais, en Angleterre, chez les Anglais, il y avait un mélange de qualités et de défauts. En conséquence, elle ne serait pas surprise si plus tard elle découvrait, même chez Henri et Éléonore, de légères imperfections. Elle pouvait donc s'enhardir à reconnaître tout de suite quelques taches dans le caractère de leur père. Le général était libéré des injurieux soupçons dont elle rougissait, mais, tout considéré, elle croyait bien qu'il n'était pas parfait. Son opinion établie sur ces divers points et sa résolution prise de juger et d'agir désormais de la façon la plus circonspecte, elle n'avait plus qu'à s'absoudre et à être heureuse. L'étonnante générosité de Henri, jamais la moindre allusion à ce qui s'était passé, lui fut d'un puissant secours. Les inquiétudes de la vie ordinaire succédèrent bientôt aux alarmes romanesques. De jour en jour allait croissant son désir d'avoir des nouvelles d'Isabelle. Que devenait le monde de Bath? Y avait-il toujours foule aux Rooms? Surtout, elle était impatiente de savoir si Isabelle était parvenue à réassortir certains cotons à tricoter qui la préoccupaient vers le temps où Catherine était partie, et de savoir si elle était toujours dans les meilleurs termes avec James. De la seule Isabelle, elle attendait des lettres,
Madame Allen et James lui ayant déclaré qu'ils n'écriraient pas avant leur retour à Fullerton et à Oxford. Mais Isabelle avait promis, et promis encore, et quand elle avait promis une chose, elle tenait parole, ce qui rendait particulièrement étrange son silence. 9 jours. Catherine s'étonna de la répétition de son désappointement, chaque jour plus cruel. Le 10e, comme elle entrait dans la salle à manger, Henri lui tendit une lettre. Elle le remercia aussi chaleureusement que s'il l'eût écrite lui-même. Regardant la suscription, « Elle n'est que de James ?» La lettre venait d'Oxford. Catherine l'ouvrit. « Chère Catherine, Dieu sait si j'ai peu envie d'écrire. Cependant, il faut bien que je vous dise que tout est fini entre mademoiselle Thorpe et moi. Je l'ai quittée hier, et baf, pour ne plus les revoir jamais. Des détails ne feraient que vous attrister davantage. Bientôt vous serez assez renseigné d'autre part pour savoir de quel côté sont les torts, et, je l'espère, vous absoudrez votre frère de tout, sauf de cette folie qu'il eut de croire son affection partagée. Dieu soit loué, je suis désabusée avant qu'il soit trop tard. Mais quel rude coup! Et mon père qui avait accordé de si bon cœur son consentement. N'en parlons plus. Elle m'a rendu malheureux pour toujours. Écrivez-moi, chère Catherine. Vous êtes ma seule amie. De votre affection à vous, je suis sûre. Je souhaite que vous ayez quitté Northanger avant qu'il y soit question des fiançailles du capitaine Tilney. Vous vous trouveriez dans une situation difficile. Le pauvre Thorpe est à Londres. Je redoute de le revoir. Il sera si peiné en son honnête cœur. Je lui ai écrit et j'ai écrit à mon père. La duplicité de mademoiselle Thorpe me fait souffrir plus que tout. Jusqu'au dernier moment, quand je lui disais mes appréhensions, elle riait, déclarant que ses sentiments n'avaient pas varié. J'ai honte d'avoir été dupe si longtemps. Mais si jamais un homme eut quelque raison de se croire aimé, c'était moi. Je ne puis comprendre, même maintenant, quel était son but. Il n'était pas nécessaire, pour s'assurer Tilney, qu'elle jouât de moi. Il eût été heureux pour moi que nous ne nous soyons jamais vus. Je ne rencontrerai plus une femme comme Isabelle. Ma chère Catherine, ne donnez pas votre cœur imprudemment. Croyez-moi, etc. Catherine n'avait pas lu 3 lignes de cette lettre que son brusque changement d'expression, ses brèves exclamations de pénible étonnement témoignaient qu'elle recevait de peu agréables nouvelles. Henri ne la quitta plus des yeux et constata que la lettre ne finissait pas mieux qu'elle ne débutait. Mais il fut empêché de montrer même de la surprise. Son père entrait. On alla déjeuner. Catherine ne mangea guère. Des larmes lui remplissaient les yeux, roulaient même sur ses joues. La lettre était tantôt dans sa main, tantôt sur ses genoux, tantôt dans sa poche. Catherine semblait ne pas bien savoir ce qu'elle faisait. Heureusement, le général, tout à son cacao et à ses journaux, n'avait pas le loisir de l'observer. Aux 2 autres convives, sa détresse était manifeste. Dès qu'elle put quitter la table, elle voulut s'enfermer chez elle. Mais les filles de service faisaient la chambre et elle fut obligée de redescendre. En quête de solitude, elle entra au salon. Henri et Éléonore y étaient, qui se consultaient à son sujet. Elle voulut s'excuser et se retirer. On la força amicalement à revenir. Éléonore et Henri sortirent, après qu'Éléonore se fut gentiment mise à sa disposition. Une demi-heure, elle s'abandonna à son chagrin et à ses réflexions, après quoi elle se sentit capable de se retrouver en présence de ses amis. Elle ne savait pas encore si elle leur ferait des confidences. Peut-être, si on la pressait, hasarderait-elle une allusion au motif de son trouble. Rien de plus. Mettre en cause une amie, et l'amie qu'avait été pour elle mademoiselle Thorpe. Puis, leur frère était si intimement mêlé à tout cela, mieux valait ne rien dire. Éléonore et Henri, quand elle alla les rejoindre dans la salle à manger, la regardèrent un peu anxieux. Catherine s'assit. Après un moment de silence, Éléonore interrogea. « Pas de mauvaises nouvelles de Fullerton, j'espère. Monsieur et madame Morland, vos frères et vos sœurs, aucun d'eux n'est malade ?»« Non, je vous remercie. » Elle soupirait.
Ils vont tous très bien. La lettre est de mon frère. Elle vient d'Oxford. » Quelques minutes passèrent. Puis Catherine reprit et ses larmes reparurent. « Je crois bien que, plus jamais, je ne souhaiterais recevoir une lettre. »« Si j'avais soupçonné que cette lettre contint quelque fâcheuse nouvelle, dit Henri en fermant le livre qu'il venait d'ouvrir, je ne vous l'aurais pas remise d'un cœur si joyeux. »« Elle est plus désolante qu'on ne peut se l'imaginer. Le pauvre James est si malheureux. Bientôt vous saurez pourquoi. » « Avoir une sœur si bonne, si affectueuse, dit Henri avec chaleur, doit être pour lui un grand soulagement à toute peine. »« J'ai une faveur à vous demander, dit Catherine d'une voix entrecoupée. Si votre frère venait ici, vous me préviendriez, que je puisse partir avant son arrivée. »« Notre frère, Frédéric ? » ?»« Oui, je serais très triste de vous quitter si vite, mais il est arrivé quelque chose qui me rendrait trop pénible, une rencontre avec le capitaine Tilney. » Éléonore laissa son ouvrage et regarda Catherine avec un étonnement croissant. Henri, lui, commençait à soupçonner la vérité. Quelques mots s'échappèrent de ses lèvres et, parmi eux, le nom de mademoiselle Thorpe. « Comme vous avez l'esprit prompt !» s'écria Catherine. « Vous avez deviné. Et pourtant, quand nous en parlions à Bath, vous ne pensiez guère que cela se terminerait ainsi. Isabelle, je ne m'étonne plus de son silence, a délaissé mon frère et va épouser le vôtre. Auriez-vous cru à tant d'inconstance ? Je veux croire, en ce qui concerne mon frère, que vous êtes mal renseigné. Je veux croire qu'il n'a pas été la cause déterminante de la déception de M. Morland. Son mariage avec mademoiselle Thorpe n'est pas probable. Sur ce point, vous devez vous tromper. Je suis très affligé que M. Morland, que quelqu'un que vous aimez soit malheureux. Mais ce qui m'étonnerait plus que le reste de l'histoire, c'est que Frédéric épousa Isabelle. C'est la vérité, cependant. Vous lirez vous-même la lettre de James. Non, attendez, il y a une partie. » Se souvenant de la dernière ligne, elle rougit. « Voulez-vous nous lire les passages qui concernent mon frère ? » ?»« Non, lisez vous-même, » dit Catherine, dont les idées redevenaient plus nettes. « Je ne sais pas à quoi je pensais, et elle rougit d'avoir rougi. James entend simplement me donner un bon conseil. » Henri prit la lettre et, l'ayant lue toute, la rendit en disant « S'il en est ainsi, je ne puis dire qu'une chose, c'est que je le regrette. Frédéric ne sera pas le premier qui ait choisi une femme avec moins de bon sens que l'eût voulu sa famille. Je n'envie pas sa situation, ni d'amoureux, ni de fils. » À l'invitation de Catherine, mademoiselle Tilney lut aussi la lettre, exprima ses regrets avec son étonnement, puis posa quelques questions relatives à la famille et à la fortune de mademoiselle Thorpe. « Sa mère est une très bonne femme, » fut toute la réponse de Catherine. « Qu'était son père ? Un homme de loi, je crois, ils habitent à Putney. Sont-ils riches ? Non, pas très riches. Je crois qu'Isabelle n'a aucune fortune, mais cela n'a pas d'importance dans votre famille. Votre père est si généreux. Il m'a dit l'autre jour n'accorder de valeur à l'argent que parce que l'argent lui permet de contribuer au bonheur de ses enfants. » Le frère et la sœur se regardèrent. « Mais, dit Éléonore, serait-ce contribuer à son bonheur que lui permettre d'épouser une telle fille ? Si elle avait un peu de sens moral, elle n'aurait pas agi envers votre frère comme elle a fait. Et quel étrange aveuglement chez Frédéric, lui qui avait un cœur si orgueilleux, qui trouvait que nulle femme n'était digne qu'on l'aimât. » C'est justement ce qui me fait douter que la nouvelle soit exacte. Quand je pense à ces déclarations d'autrefois, je ne comprends rien à cette histoire. Cependant, j'ai trop bonne opinion de la prudence de mademoiselle Thorpe pour supposer qu'elle rompe avec un fiancé avant d'en avoir un autre tout près. Tout est fini de Frédéric. C'est un homme mort. Sa raison est morte. Préparez-vous à accueillir votre belle-sœur, Éléonore. Une belle-sœur en qui vous vous délecterez. Franche, candide, sans fard, naïve, aux affections vivaces, sans prétention et sans détour.
Une telle belle-sœur, Henri, serait ma joie, dit Éléonore avec un sourire. Mais peut-être, dit Catherine, quoiqu'elle ait si mal agi avec les miens, agira-t-elle mieux avec votre famille? Maintenant qu'elle a bien l'homme qu'elle aime, elle pourra être constante. En vérité, je crains qu'elle le soit, dit Henri. Je crains qu'elle soit trop constante, à moins qu'un baronnet se trouve sur sa route. Ce serait la seule chance de Frédéric. J'achèterai la Gazette de Bath et y consulterai la liste des arrivants. Vous croyez donc que la cause de tout cela soit l'ambition? Et, sur ma parole, il est tels indices qui sembleraient vous donner raison. Je ne puis oublier qu'en apprenant ce que mon père donnerait à James, elle sembla toute désappointée que ce ne fût pas davantage. Jamais je ne me suis méprise à ce point sur le caractère de quelqu'un. Parmi la grande variété des caractères que vous avez étudiés. Mon désappointement et la perte que je fais en elle sont grands. Mais le pauvre James, il ne pourra guère se consoler. Votre frère est certainement fort à plaindre en ce moment. Pourtant, malgré l'intérêt que nous portons à ses peines, il ne faut pas que nous fassions trop peu de cas des vôtres. J'imagine qu'en perdant Isabelle, il vous semble perdre la moitié de vous-même. Vous sentez en votre cœur un vide que rien ne comblera. Tout vous est fastidieux, et les plaisirs que vous partagiez avec elle, bals, théâtre, concerts, la seule idée vous en est odieuse. Vous êtes persuadé que vous n'aurez désormais plus d'amis à qui vous confier sans réserve, plus d'amis sur qui compter. Vous ressentez tout cela? Non, dit Catherine après avoir réfléchi. Faudrait-il? Au vrai, quoique je sois triste de ne plus pouvoir l'aimer, quoique je ne doive plus entendre parler d'elle et peut-être ne plus la revoir, je ne me sens pas si profondément affligée que je m'y fusse attendue. Comme toujours, vous sentez de la façon la plus fine. Il est bon de faire une enquête sur de tels sentiments afin de pouvoir les éveiller à leur propre conscience. Catherine, pour un motif ou pour un autre, se sentit si apaisée à la suite de cette conversation qu'elle ne regretta pas d'avoir été amenée, par le jeu des circonstances, à dire ces choses qu'elle voulait taire.